Bienvenue pour cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on se penche sur un document au titre, pour le moins percutant, Guérisseur professionnel et dealer d'angoisse depuis 1666. Ah oui, effectivement, ça interpelle d'emblée. Ce titre annonce la couleur. On sent tout de suite qu'il y a une charge, une critique, quoi. C'est ça. Ce texte est extrait d'un document de Jean Anjus, Guérisseur professionnel, .docx, et comme le titre le suggère, l'intention est assez claire. Oui, dealer d'angoisse. L'association entre le soin et une sorte de trafic, c'est fort. Et puis, depuis 1666, ça ajoute une touche d'ironie, un peu mordante, pour dire que c'est vieux comme le monde, peut-être, ou juste pour l'absurdité. Exactement, le ton est donné. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ensemble ce texte, de voir comment l'auteur décrit une certaine forme de consultation de guérisseur, de façon très critique, évidemment. On va analyser la mécanique qu'il expose. C'est une analyse de la vision de l'auteur, en fait. Pas un jugement général sur toutes les pratiques, mais vraiment ce que lui décrit. Tout à fait. Et il nous aide à entrer dedans, hein. Il commence fort avec des comparaisons. Ah oui, le cabinet comparé à un scénario de film d'horreur. Et la fin sur le cabinet de Ghostbusters Discount, ça plante le décor. On est tout de suite dans une ambiance, disons, sceptique. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, allons-y. Entrons dans ce cabinet tel qu'il est décrit par Anjus. La première chose, c'est cette ambiance. Oui, il insiste là-dessus. Le cabinet transformé en décor effrayant. Il ne détaille pas forcément, mais l'évocation suffit. Et qu'est-ce que ça suggère, cette mise en scène d'après l'auteur? Quelle est l'intention derrière? Selon Andrews, l'intentionnalité est claire, hein, c'est pas neutre. Transformer un lieu potentiellement de soins en un truc qui fait un peu peur, ça viserait à déstabiliser la personne qui vient consulter. À la rendre plus influençable. C'est un peu l'idée, oui. L'auteur semble dire « Attention, c'est un théâtre, on cherche à impressionner, peut-être à faire baisser un peu les défenses rationnelles. » Et ça passe aussi par l'attitude du praticien lui-même, apparemment. Le texte parle de son regard, de son attitude. Tout à fait. Il pointe des choses comme cet air de médium qui voit l'invisible, ou les yeux plissés d'un air entendu. C'est pas juste une description, c'est une interprétation. C'est une performance, en somme. Voilà. L'auteur suggère que c'est un rôle. Le regard qui voit l'invisible, ça crée une distance, une asymétrie. Lui saurait des choses que l'autre ignore. Et l'air entendu renforce cette impression de savoir secret. C'est intéressant. Donc, on a l'ambiance film d'horreur, plus l'attitude du médium. Comment l'auteur suggère que ça conditionne la personne venue chercher de l'aide? Dans la logique du texte, ce combo crée un terrain idéal pour la suggestion. Si vous êtes déjà un peu perdu, angoissé, et que vous entrez dans ce genre d'ambiance face à quelqu'un qui a l'air de détenir la vérité, On pourrait être plus enclin à accepter des explications un peu hors normes. c'est ce que le texte laisse entendre. Que le jugement critique est un peu mis en sourdine par toute cette mise en scène, ça prépare le terrain pour les diagnostics qui vont suivre. Une sorte de conditionnement psychologique, si on suit la satire d'Angus. Logique. Et ça nous amène donc aux diagnostics eux-mêmes. L'auteur en cite plusieurs, et c'est là que la critique devient particulièrement acerbe, avec ses traductions. Le premier, vous avez des entités attachées à vous. Oui, et la traduction qu'il en donne, c'est piquant. Je n'ai aucune idée de ce que vous avez, mais ça sonne mystérieux et inquiétant. C'est direct. Très. La critique ici, elle est double. D'un côté, Andius accuse le praticien d'utiliser un jargon pseudo-ésotérique pour cacher son ignorance. De l'autre, il dit que le but n'est pas d'aider, mais d'inquiéter, de créer du mystère. L'entité, c'est pratique. C'est vague, invérifiable, mais ça fait peur. Exactement. Le deuxième exemple est encore plus parlant. Il y a un envoûtement, c'est clair. Quelqu'un vous veut du mal. Et là, la traduction va plus loin dans l'accusation. Ah oui, la traduction satirique, c'est lampe. Votre belle-mère que vous avez mentionnée tout à l'heure fait une coupable parfaite et vous allez payer 12 séances pour vous en libérer. Là, c'est carrément la dimension commerciale et manipulatrice qui est pointée du doigt. Il suggère que le praticien utilise les infos personnelles données par le consultant. C'est ça. Il invente pas seulement un problème, l'envoûtement, il l'ancre dans la vie de la personne. Trouver un coupable, comme la belle-mère dans l'exemple, ça rend le truc plus crédible, plus émotionnel. Et surtout, Ça justifie un traitement long et coûteux. les 12 séances. Voilà. L'auteur dénonce une exploitation des relations personnelles, de la souffrance, à des fins purement lucratives. C'est assez violent comme critique. Oui, l'accusation de trouver un bouc émissaire pour vendre un service. Le troisième diagnostic cité, c'est « es-tu ». Des esprits malveillants gravitent autour de vous, je les sens.
Et la traduction qui va avec? J'ai regardé trop de séries paranormales et j'ai découvert que l'angoisse est un excellent moteur commercial. Deux critiques en une ici aussi. Oui, d'abord, l'inspiration qui viendrait de la fiction populaire, des séries télé, ça suggère un manque de fond, de sérieux. Et ensuite, le point central du dealer d'angoisse. L'angoisse ne serait pas ce qu'on cherche à guérir, mais ce qu'on utilise. Ce qu'on cultive même. C'est ça, un levier commercial. Le praticien deviendrait un entrepreneur de la peur, selon Andjus. Et le point commun à tout ça, c'est l'impossibilité de vérifier quoi que ce soit. L'auteur insiste là-dessus. Oui, il écrit noir sur blanc, bonus. Aucun moyen de vérifier, donc aucun moyen de contester. C'est crucial dans son analyse. Pourquoi c'est si important? Parce que selon lui, c'est là toute l'astuce. En posant des diagnostics qui relèvent du surnaturel, de l'invisible, entité, envoûtement, esprit, le praticien se mettrait dans une position où on ne peut pas le contredire. Comment prouver qu'il n'y a pas d'entité? Exactement. C'est impossible, logiquement. Et ça crée une dépendance totale vis-à-vis de celui qui prétend voir, savoir. Ça bloque toute remise en question rationnelle du diagnostic et donc du traitement proposé. Et cette absence de contestation possible, ça ouvre la porte à la mécanique commerciale qu'il décrit ensuite. Il dit que la personne repartirait plus mal qu'elle n'est arrivée. Oui, l'idée qu'il présente, c'est que le but n'est pas de soulager, mais de refourguer une nouvelle angoisse, celle d'être hantée, maudite ou possédée. Il utilise des exemples un peu extrêmes pour souligner l'absurdité perçue. Donc on ne résout pas le problème initial, on le remplace par un autre, plus anxiogène. C'est l'idée. La personne repart convaincue d'être victime de forces obscures, ce qui la rendrait encore plus dépendante du guérisseur pour s'en sortir. Malin, si on peut dire. Et si les séances suivantes ne donnent rien? Si ça ne s'améliore pas? Ah, mais il y a la parade, selon le texte. La tactique décrite est simple. A. L'envoûtement était plus profond que prévu. Il faut continuer. Le problème n'est pas le traitement, c'est le mal qui est trop fort. Voilà, c'est un système qui s'auto-valide en quelque sorte. L'échec ne remet rien en cause, au contraire, il prouve la gravité du truc. Et donc ça justifie de continuer les séances et les paiements, bien sûr. C'est une boucle. L'auteur résume cette mécanique par 3 mots. Astucieux, effrayant, rentable. Oui, c'est un résumé lapidaire mais efficace de sa critique, astucieux pour l'intelligence perverse du système qu'il décrit, effrayant pour les conséquences sur les personnes prises en piège, et rentable, Pour le moteur principal derrière tout ça, l'argent. c'est ce qu'il sous-entend très fortement, oui. Le profit fait en jouant sur la peur et la détresse. Et on arrive à la conclusion ironique. Bienvenue dans le cabinet de Ghostbusters Discount. Qu'est-ce que cette référence ajoute? La référence aux Ghostbusters, c'est déjà ironique parce que eux, dans la fiction, ils sont censés combattre vraiment le paranormal. Mais le discount, Ça rabaisse le truc. exactement. Ça suggère une version bas de gamme, dégradée, peut-être plus intéressée par l'argent que par la chasse aux fantômes elle-même. Ça démystifie complètement la figure du guérisseur telle qu'elle est présentée ici. C'est pas de l'héroïsme, c'est du commerce un peu. Cheap, quoi. Bon, on a exploré cette description très, très critique. Quelle réflexion un peu plus générale on peut tirer de ce texte, en restant bien sûr dans le cadre de ce qu'il dit? L'auteur cherche clairement à alerter sur quelque chose. Ah oui, indéniablement. Au-delà de la caricature, ce texte fonctionne comme une mise en garde, une invitation à la vigilance critique. C'est-à-dire, Il montre, selon sa perspective, comment des affirmations extraordinaires, invérifiables, peuvent être utilisées pour manipuler, surtout dans des domaines sensibles comme la santé, le bien-être. La satire, ici, c'est un outil pour encourager à questionner, à ne pas tout gober sans preuve. le texte suggère aussi pourquoi certaines personnes pourraient tomber dans le panneau, si on peut dire. L'angoisse, la détresse. Oui, c'est un point central. Quand il décrit la personne qui repart plus mal qu'elle n'est arrivée, il montre comment la vulnérabilité peut rendre réceptif à des explications simplistes mais effrayantes, surtout si elles semblent donner une réponse, même mauvaise, à une souffrance qu'on ne comprend pas. Le texte ne juge pas la personne qui consulte, mais plutôt celui qui exploiterait cette situation. Exactement. La critique est féroce contre la mécanique d'exploitation de cette vulnérabilité. C'est une dénonciation d'une forme de prédation psychologique et financière qui se nourrirait du désespoir. On pourrait presque y lire une critique sociale plus large, hein. Cette figure du guérisseur décrit ici, est-ce qu'elle serait le symptôme d'autre chose? C'est une lecture possible, oui, des implications du texte. Sans sortir de ce qu'il dit, la force de la satire suggère une inquiétude face à ce qu'Anjus perçoit comme une dérive.
Le texte n'attaque pas la recherche d'aide en soi, mais une réponse spécifique qu'il juge nuisible et basée sur la peur et le profit. Donc pour résumer ce qu'on a vu dans ce texte de Jean Jus, on a une description satirique, très critique, d'une consultation type chez un guérisseur. Il dépeint une mise en scène pour impressionner, des diagnostics jugés vagues, invérifiables, anxiogènes, les fameuses entités, envoûtements. C'est ça. Et le cœur de la critique, c'est la dénonciation d'une logique commerciale où la peur est non seulement utilisée, mais activement cultivée. Le dealer d'angoisse, avec des mécanismes pour fidéliser, même quand ça ne marche pas. Le fameux « l'envoûtement était plus profond que prévu ». Tout à fait. Le texte utilise l'ironie, l'exagération, les analogies comme film d'horreur ou Ghostbusters Discount pour faire passer un message d'avertissement fort. Un avertissement contre des pratiques qui, sous couvert de soins, pourraient piéger des gens vulnérables dans un cycle de peur, de dépendance et de dépenses. Exactement. C'est une perspective, celle de l'auteur, très tranchée, sur un phénomène qu'il juge inquiétant. La force du texte, c'est de cristalliser cette critique en une image forte, même si elle est forcément caricaturale. Et cette exploration, même si elle est centrée sur ce seul texte satirique, elle nous laisse avec des questions, forcément, des pistes de réflexion. Bien sûr. En partant de cette critique radicale d'Anjus, on peut se demander comment on fait le tri, en fait, dans tout ce paysage des approches alternatives, spirituelles. Comment développer un discernement pour distinguer ce qui peut être aidant ou juste inoffensif des dérives manipulatrices basées sur la peur, comme celles qui sont caricaturées ici. Où est-ce qu'on met le curseur entre rester ouvert et rester vigilant? C'est une question clé. Tout à fait. Et une autre question, peut-être un peu plus large, toujours inspirée par le texte, si des figures comme celle décrite par Anjus, même caricaturées, trouvent un public, qu'est-ce que ça dit de nous, de notre société? Est-ce que ça révèle des angoisses particulières, une perte de repères, un besoin de sens qui n'est pas comblé ailleurs? Ou peut-être l'échec des systèmes plus classiques à répondre à certains besoins profonds. Qu'est-ce que le succès, s'il existe, du dealer d'angoisse nous apprend sur les angoisses elles-mêmes? Ça laisse matière à réflexion.